Tu as sûrement entendu le nom d'Héraclès. On a parlé de lui pendant des siècles. Ses exploits étaient mémorisés, réécrits et racontés encore et encore. Mais derrière la gloire se cache un autre aspect de la vie. Dans cette histoire, tu apprendras comment Héraclès est né grâce à une tromperie divine. Comment il a vaincu la mort dans son berceau en étranglant des serpents envoyés contre lui. Pourquoi a-t-il tué son maître en plein cours? Comment a-t-il perdu sa famille? Non pas sur un champ de bataille, mais chez lui, de sa propre main. Tu entendras comment il a combattu des créatures que personne n'osait même nommer. Comment il est parti jusqu'au bout du monde et est descendu dans le royaume souterrain. Héra a ralenti l'accouchement d'Alcmène et accéléré celui d'une autre femme qui attendait un fils d'Eurysthée. Ainsi, il est né avant Héraclès et est devenu l'héritier légitime de nombreuses terres. Héraclès est né plus tard, bien qu'il fût le fils de Zeus. Après la naissance d'Héraclès et de son frère Iphiclès, Héra envoya 2 serpents dans leur chambre pour tuer les nourrissons. Iphiclès cria et recula sur le côté, tandis qu'Héraclès, ne sachant pas encore marcher, attrapa les serpents à main nue et les étrangla. Il était déjà clair qu'il était exceptionnel. Cet enfant possédait une force inexplicable. Son enfance fut remplie d'apprentissage et Amphitryon fit venir les meilleurs maîtres de l'Élide pour instruire Héraclès. La musique et l'écriture lui furent enseignées par l'un, le frère du chanteur Arphée. La lutte et le tir à l'arc furent enseignés par le sage centaure Chiron, le lancer de javelot par Iphitus, la conduite du char par Castor. Mais Héraclès supportait difficilement de nombreuses épreuves et charges attribuées à son apprentissage et à sa destinée. Sa force et sa persévérance le distinguèrent des autres. Héraclès n'aimait pas les activités qui ne correspondaient pas à sa nature. La musique lui semblait ennuyeuse et la douceur un signe de faiblesse. Tout cela le dérangeait beaucoup. Il était particulièrement irrité par la lyre et la voix du maître, ainsi que par les notes monotones qu'il fallait répéter sans cesse, sans interruption. Un jour, lorsque l'un fit une remarque à Héraclès, ce dernier, en colère, saisit la lyre et frappa le maître à la tête. L'un mourut sur le coup. Après le procès, Héraclès expliqua qu'il avait agi sous le coup de la colère et il ne fut pas puni. Mais Amphitryon comprit que le garçon devait vivre en dehors des murs du palais. Il fut envoyé à la campagne pour grandir parmi la nature et les paysans. Là, il devint rapidement un héros local, protégeant le bétail des loups, capturant des brigands, aidant les vieillards et participant aux fêtes. Lors des fêtes, Héraclès remportait facilement les luttes et les courses, gagnant le respect et l'admiration des habitants. Quand il grandit, on commença à l'inviter aux campagnes militaires. Il se fit connaître lors de la bataille contre les Minyènes, aidant les Thébains à remporter la victoire. Pour cela, le roi de Thèbes-Créon donna sa fille Mégare en mariage à Héraclès. Ce fut une alliance fondée sur la gratitude et le respect. Ils eurent plusieurs fils, et pour la première fois de sa vie, Héraclès sentit qu'on pouvait vivre non pas dans la guerre et l'angoisse, mais en paix. Mais le bonheur fut de courte durée. Personne n'osa l'accuser à haute voix. Tous reculèrent, laissant Héraclès seul, comme s'il était devenu du plomb dont on ne pouvait se débarrasser. Il quitta la ville et se rendit à Delphes, au temple d'Apollon. Là, il ne demanda pas pardon, mais demanda à être guidé sur le chemin de la purification de sa faute. L'oracle parlant de la voix de la Pythie lui ordonna de passer 12 épreuves. Ces exploits furent assignés par le roi Eurysthée qui régnait à Tirinthe. Le roi Eurysthée, non par justice mais par peur, donna ses missions en espérant qu'elle tuerait Héraclès. Chaque épreuve était mortellement dangereuse. Les exploits exigèrent des combats contre des monstres et des actes héroïques que même un dieu n'oserait accomplir. La première tâche fut le lion de Némée. Le lion de Némée avait une peau impénétrable et une gueule capable de mordre une épée de bronze. Son territoire était la terre de Némée où personne n'osait plus aller. Héraclès devait s'y rendre et vaincre le lion de Némée pour prouver sa force et se purifier de ses péchés passés. Ce fut le début des 12 exploits mortellement dangereux qui changèrent à jamais le destin d'Héraclès et firent de lui une légende. Personne n'osait chasser là où les sentiers étaient envahis et les villages depuis longtemps abandonnés. Les gens quittaient ces lieux à cause du lion dans la vallée de Némée, une bête étrange et terrifiante. Le lion était énorme, féroce et invulnérable. Ni les épées, ni les flèches, ni les lances ne lui faisaient de mal, et aucun chasseur ne revenait vivant, même blessé. Cette bête semblait ne pas ressentir la douleur. Héraclès comprenait que ce n'était pas une chasse ordinaire, mais une épreuve où la force brute serait inutile et impuissante. Il n'avait pas emmené d'armée avec lui comme l'auraient fait d'autres. Héraclès partit seul, armé seulement d'un arc, d'une épée, d'une massue faite de ses propres mains et d'une détermination silencieuse. Lorsqu'il entra dans la vallée de Némée, le jour penchait vers le soir. Tout autour était inhabituel, l'air dense, des arbres morts et un silence complet. Même les oiseaux ne chantaient de pas. Les traces du lion étaient là partout, des branches cassées, des os rongés et des touffes de fourrure. Héraclès ne se pressait pas. Il savait que la bête finirait par apparaître tôt ou tard.
Mais même Héraclès ne s'attendait pas à ce que le lion apparaisse si rapidement. Un rugissement sourd retentit du fond du ravin et une énorme bête aux yeux brillants monta sur la pierre en face. Le lion frappait de ses pattes, déchirait l'air de ses griffes, tentait de s'échapper, mais Héraclès ne le lâchait pas. Il était l'incarnation de la force et de la fureur, un bloc immobile dans la bataille. À un moment donné, le lion s'affaiblit, se figea et cessa de résister. Héraclès comprit qu'il avait gagné, mais la peau du lion resta intacte. Elle ne pouvait pas être enlevée avec un simple couteau. Selon la légende, Héraclès utilisa une griffe du lion lui-même pour lui enlever la peau. C'est symbolique. Seule la bête pouvait dévoiler son secret. Héraclès retira la peau du lion tué et la jeta sur ses épaules. Non par fierté, mais parce qu'elle pourrait lui être utile à l'avenir, devenant sa protection et son symbole. Il retourna seul à Thèbes, comme il était parti, sans rien raconter à personne. Son exploit resta un secret que lui seul connaissait. Le principal danger résidait dans le fait que, lorsqu'une tête était tranchée, deux repoussaient à sa place. L'une des têtes était immortelle, invulnérable au temps comme aux armes. Le venin de l'hydre était si puissant que son souffle empoisonnait l'air, l'eau et la terre. Là où elle passait, l'herbe noircissait et les oiseaux tombaient, morts. Héraclès partit pour Lerne avec son neveu Iolaos, comprenant que la force ordinaire ne suffirait pas. Le garçon était intelligent et calme, mais pas un guerrier. Héraclès sentait qu'un coup puissant ne résoudrait pas le problème. Il fallait agir rapidement et en coordination sans laisser à la bête le temps de se régénérer. En entrant dans les marais, l'air devint lourd, il était difficile de respirer. Tout autour était couvert d'un voile visqueux grisâtre, les arbres étaient de tordus, le sol glissait sous les pieds. Héraclès a tranché une autre tête de l'hydre, mais de nouvelles têtes apparaissent de plus en plus vite. Elles sifflaient, mordaient et serraient le corps du héros, épuisant ses forces à chaque seconde. Le héros comprit que ses forces s'épuiseraient avant le succès et il cria à Iolaos, qui attendait avec une torche enflammée à la main, prêt à aider au combat. Chaque fois qu'Héraclès tranchait une tête, Iolaos approchait le feu de la coupe fraîche. La chair carbonisait, la blessure se scellait et les nouvelles têtes n'avaient pas le temps de repousser. Ils travaillaient en harmonie, comme s'ils répétaient à l'avance, l'un frappait, l'autre brûlait. L'un combattait, l'autre achevait le travail avec le feu, détruisant les têtes une par une. Pas à pas, toutes les têtes furent détruites, sauf une, la dernière immortelle qui ne cédait ni à l'épée ni au feu. Héraclès saisit une énorme pierre et appuya la tête contre le sol. Il frappa si fort qu'il surpassa la force humaine, jusqu'à ce que la tête cesse de bouger. Il était interdit à Héraclès de le rencontrer en personne. Le deuxième exploit fut reconnu, mais des rumeurs circulaient que puisque l'hydre n'avait pas été vaincu seul, l'exploit ne devait pas être considéré comme complet. Eurysthée tentait de minimiser l'importance de cette victoire. Ni lui ni les autres n'osaient contredire à haute voix celui qui avait vaincu une créature dont le souffle tuait les arbres. Héraclès ne discutait pas et ne se justifiait pas, il attendait simplement la prochaine mission. Après les deux premiers exploits, où il affrontait des monstres et la mort, Eurysthée décida de changer de tactique. Eurysthée voulait épuiser le héros non pas par le combat mais par le temps. La mission suivante semblait moins dangereuse mais non moins difficile. Héraclès devait attraper la biche de Sérénie. Cette biche n'était pas un monstre, elle était considérée comme une créature presque sacrée. Cela signifiait, il ne fallait ni se presser, ni faire de bruit, ni céder à la colère. Seulement patience, endurance et prudence. Le héros partit pour l'Arcadie sans armes ni compagnons, avec un manteau de chasse et une réserve de nourriture. Le voyage pouvait durer des mois et ce fut exactement le cas. Héraclès suivait la biche pendant presque un an. Il la traquait grâce à la rosée du matin, au brin d'herbe aplati et à la fourrure sur les branches. Parfois, il apercevait la biche au loin, ses bois dorés reflétant la lumière du soleil. Cela semblait être un mirage. Il n'essayait pas de s'approcher brusquement, sachant que tout mouvement pouvait tout gâcher. Il traversait des forêts denses, franchissait des rivières, montait des montagnes et descendait dans des vallées. Il marchait à pied, lentement, côte à côte, comme des égaux. Il s'arrêtait pour se reposer et elle ne tentait pas de s'enfuir, comprenant que tout était décidé. Lorsque Héraclès approchait de Mycène, Artémis apparut devant lui, un regard froid, pas de colère, mais une appartenance totale à la biche. Héraclès ne se justifia pas. Il expliqua que l'exploit n'était pas de son propre gré, qu'il n'avait fait de mal à personne et qu'il avait préservé la vie et la dignité de la biche. Elle l'écouta et le laissa partir. Elle permit de montrer la proie à Resphée juste un instant pour confirmer l'accomplissement de la mission. Après, Héraclès devait relâcher la biche dans les forêts de l'Arcadie. C'est ce qu'il fit. Il amena la biche aux portes de Térinthe, la montra au roi et retira immédiatement la sangle, la laissant partir. La biche courut légèrement, comme si tout cela n'était qu'un rêve. La blessure avait guéri, il ne restait presque aucune trace. Héraclès resta les mains vides, mais la mission était accomplie. Eurysthée était mécontent de ce résultat. Il pouvait fendre un arbre. Son rugissement se faisait entendre à des kilomètres. Ses traces laissaient des bosses même sur les pierres.
La bête attaquait les troupeaux, détruisait les récoltes, renversait les charrettes et les maisons. Les gens quittaient les villages en panique au son de la bête sortie de la forêt. Tous ceux qui essayèrent de l'arrêter mouraient trop vite, sans avoir le temps de raconter quoi que ce soit à son sujet. Héraclès partit seul, sachant que l'accompagnement était inutile. La bête pouvait tuer d'un coup de tête et la foule ne faisait que gêner, devenant un fardeau et un danger pour tous. Il montait dans les montagnes, où l'air est plus froid, les arbres bas, et la neige restait même pendant les mois chauds. Le chemin devenait de plus en plus rude et dangereux à chaque mile. En chemin, Héraclès s'arrêta chez le centaure Pholos, une créature sage et pacifique vivant loin des routes bruyantes, pour se reposer et se restaurer avant de continuer son voyage. Pholos offrit à Héraclès de la nourriture et ouvrit une jarre d'argile contenant du vin. Héraclès ignorait que c'était le vin commun des centaures, destiné à toute la tribu. Plus il montait, plus le silence régnait autour de lui. Les traces du sanglier étaient de profondes, la neige avait fondu le jour et gelé la nuit, transformant le sentier en un piège glissant et dangereux. Héraclès traqua la bête sur l'une des crêtes. Le sanglier creusait la neige à la recherche de nourriture, baissant sa grosse tête sans remarquer le chasseur qui attendait patiemment son moment. Quand la bête aperçut Héraclès et attaqua, le héros recula en le dirigeant vers une étroite fissure montagneuse où le chemin devenait de plus en plus périlleux et où la bête perdait l'équilibre. À chaque pas, la bête s'enfonçait davantage dans la neige, glissait et perdait l'équilibre. À un moment donné, il glissa et Héraclès se précipita en avant, le saisissant par les crocs. Héraclès enveloppa la bête avec une corde et la fit tomber. Ce n'était pas un combat, mais une lutte contre le poids et la rage. Il ne voulait pas tuer, seulement capturer l'animal. L'exploit a été reconnu. La bête a été relâchée loin dans les montagnes où personne ne vivait plus. Héraclès ne s'est pas soucié du sort de la bête, il est revenu avec une nouvelle cicatrice et de la fatigue. Parfois, le fardeau le plus lourd n'est pas la bête, mais ce qui se passe en chemin vers elle. La mission suivante était différente, sans monstre ni poison. Dans cette nouvelle mission, il n'y avait ni animaux sacrés, ni poison, mais une saleté à une échelle monstrueuse. Le roi Eurysthée confia à Héraclès la tâche de nettoyer les écuries du roi Augias. Augias régnait sur les Lydes, une région riche et fertile, célèbre pour ses troupeaux. Les écuries n'avaient pas été nettoyées depuis des décennies et étaient terriblement négligées. Héraclès faisait face à la tâche de nettoyer des écuries abritant des milliers de bœufs et de chevaux couverts de boue et de fumier accumulés pendant de nombreuses années. La difficulté de la mission ne résidait pas dans un monstre, mais dans l'ampleur de la saleté qui recouvrait les écuries. Cependant, Héraclès ne protesta pas. Il accepta la mission sans un mot, comme toutes les précédentes, prêt à accomplir n'importe quelle tâche. Arrivé à Élide, Héraclès ne révéla pas qui l'avait envoyé. Il rencontra Augias et proposa un marché. Nettoyer les écuries en un jour pour un dixième du troupeau. Augias, convaincu de l'impossibilité, accepta et fit venir son fils comme témoin pour confirmer l'échec futur du héros. Mais Héraclès ne prit pas l'appel en main. Il ne commença pas par le travail habituel comme les autres, mais se dirigea vers les rivières Alphée et Pénée. Il commença à creuser des canaux, modifiant le cours de 2 rivières pour que l'eau traverse les écuries et les nettoie. En un jour, les flots des rivières lavèrent complètement le fumier accumulé pendant des décennies, nettoyant les stalles et les environs. Ainsi, Héraclès accomplit la tâche, prouvant que la force et l'intelligence peuvent résoudre même les problèmes les plus désagréables. Cependant, un témoin, le propre fils d'Augias, a confirmé que le contrat avait été conclu, et pour cela, il a également été banni par son père. Héraclès ne discuta pas. Il retourna à la ville de Thèbes et annonça l'accomplissement de la tâche malgré l'injustice. Eurysthée, apprenant que le travail avait été fait avec l'aide des rivières et non de ses propres mains, refusa de reconnaître l'exploit d'Héraclès. Il affirma qu'Héraclès avait reçu la tâche en tant que serviteur mais avait agi en entrepreneur, donc l'exploit ne correspondait pas aux conditions. Malgré cela, Eurysthée continua à donner de nouvelles épreuves à Héraclès sans reconnaître ses mérites précédents. Plus tard, hors du cadre de l'exploit, Héraclès retourna à Élide et prit la tête de l'armée battant Augias. Il remit le pouvoir au fils d'Augias, celui-là même qui disait la vérité et soutenait la justice. Selon la légende, en l'honneur de cette victoire, les Jeux Olympiques furent institués, symbolisant la paix et la justice. Après avoir nettoyé les écuries, Héraclès partit en silence, sans récompense ni reconnaissance à l'élection, avec un exploit que personne ne voulut reconnaître. Néanmoins, la tâche fut accomplie, les écuries, souillées depuis des décennies, furent nettoyées en un seul jour. Et ce ne furent ni les dieux, ni une armée, mais un simple courant de rivière qui changea tout en un instant. La contrainte, seulement la raison et la rivière, c'est ainsi que l'on peut décrire la 6e tâche d'Héraclès. Il arriva en Arcadie, au lac Stymphale, entouré de forêts et de collines descendant jusqu'à l'eau. À première vue, l'endroit semblait paisible, mais les habitants savaient, le lac n'appartenait pas aux hommes. Des oiseaux y vivaient, qu'on ne nommait pas, dont on avait peur et qu'on évitait. Les oiseaux stymphaliens étaient extraordinairement dangereux.
Leurs plumes étaient de fer et tranchantes comme des pointes de flèches qui tombaient et transperçaient tout sur leur passage. Leurs cris étaient assourdissants, comme le coup d'un gong qui résonnait dans les oreilles. Les oiseaux attaquaient en troupeau et personne ne pouvait les maîtriser. Les flèches ne perçaient pas leurs plumes épaisses, les filets se déchiraient et le feu ne faisait qu'exciter les oiseaux. Le bruit des crécelles était fort et aigu. Il était insupportable pour les oiseaux de Stymphalie qui gardèrent le lac et causaient beaucoup de malheur. Héraclès attacha 3 crécelles airaient à sa ceinture et monta sur un rocher au-dessus du lac. Il commença à les frapper de plus en plus fort et régulièrement. Le bruit remplit la vallée et les oiseaux s'envolèrent dans le ciel. Ils étaient en nombreux, noirs, brillants, aux yeux flamboyants et au bruissement métallique des ailes. Les oiseaux tournoyaient au-dessus du lac, hésitant à attaquer tout de suite. Mais quand ils commencèrent à laisser tomber des plumes semblables à une pluie d'acier, Héraclès banda son arc. Ses flèches étaient empoisonnées par le venin de l'hydre de Lerne. Il visait avec précision sans se presser, touchant un oiseau après l'autre à chaque tir. Lorsque la faiblesse se révélait, il agissait rapidement et avec précision. Le danger se cache souvent dans les branches, et alors il faut non pas lutter, mais le faire sortir avec le son et la lumière. Un silence régnait entre les coups. La 7e mission envoya Hercule chez le roi Minos sur l'île de Crète. Eurysthée ordonna d'apporter un taureau sauvage vivant qui terrorisait l'île. Le taureau n'était pas un monstre légendaire, il ne crachait pas de feu et n'avait pas de crocs venimeux, mais il était considéré comme une malédiction. Dans ses yeux ne se reflétait pas la colère, mais la folie. Selon la légende, le taureau sortit de la mer, envoyé par Poséidon au roi Minos comme un signe de soutien au pouvoir. Minos devait le sacrifier, mais il ne voulut pas le tuer. Au lieu du taureau, Minos offrit un animal ordinaire en sacrifice. Enfin, il trouva un taureau paissant seul au pied de la colline. Le taureau était magnifique, fort, avec une épaisse fourrure blanche et des cornes étincelantes. On sentait une tension dans les mouvements de la bête. Il ne broutait pas, il gardait. Il sentait la présence d'Héraclès. Quand le héros fit un pas en avant, le taureau leva la tête et se précipita. Le coup fut puissant, la terre trembla sous les sabots. Héraclès ne se déroba pas, il encaissa le coup et saisit les cornes. Le combat commença, mais pas à mort. Le but du héros était de retenir la bête, pas de la tuer. Selon certains récits, le taureau est apparu en Attique, où Thésée le tuera plus tard. Selon d'autres, il a disparu, s'est dissous dans le brouillard du paysage à l'aube, comme s'il était retourné à la mer. Héraclès ne s'y opposait pas. Il lui suffisait que la mission soit accomplie. Ce exploit comportait moins de sang, mais pas moins de tension, et plus de respect pour l'ennemi. Parce que parfois, l'ennemi n'est pas ce qu'il faut détruire. C'est ce qu'il faut comprendre et accepter pour devenir plus fort et plus sage. Il faut comprendre, retenir, attendre. À chaque nouvelle mission, il devenait de plus en plus clair. Les exploits d'Héraclès ne sont pas seulement une question de force, mais aussi un affrontement constant avec la perturbation de l'ordre. Ce qui était initialement pacifique et utile devenait dangereux. Le lion, qui ne devait pas être invulnérable, le taureau, qui devait devenir une victime, s'est transformé en malédiction. Arrivé au rivage, Héraclès se dirigea immédiatement vers le palais de Diomède où étaient gardés des juments. Là, dans des enclos de pierre, commença sa nouvelle bataille. Il marchait sur une terre imprégnée de mort et il les vit, de grandes créatures à la fourrure noire et aux yeux injectés de sang. Leurs dents jaunes brillaient dans l'obscurité. Ils sentaient ce qu'ils n'avaient pas peur, mais ils observaient quand même attentivement. Héraclès et ses compagnons s'approchèrent des juments enchaînés pour les libérer de leurs chaînes. Ils enlevèrent les chaînes des juments, mirent des rênes et commencèrent lentement à les éloigner du palais. Les juments résistaient, mordaient et frappaient de leurs sabots. Tout se déroulait selon le plan jusqu'à ce que Diomède apparaisse avec ses guerriers. Il ne comptait pas céder ses chevaux sans combattre et un combat acharné commença. Il existe une autre légende sur des juments qui appartinrent plus tard à Alexandre le Grand. L'une d'elles devint l'ancêtre de son cheval préféré, Bucéphale. L'exploit d'Héraclès fut accompli dans le feu, non dans le sang, dans l'équilibre qu'il rétablit. Il rompit le lien entre le mal et celui qui l'avait engendré. Pour arrêter la fureur, parfois, il ne faut pas une arme, mais la fin de l'histoire dont elle est née. Telle est l'essence de l'exploit d'Héraclès qui avait un sens profond. De retour à Thèbes, après son exploit précédent, Héraclès n'eut pas le temps de se reposer. Une nouvelle mission l'attendait déjà, obtenir la ceinture d'Hippolyte, la reine des Amazones. La ceinture d'Hippolyte n'était pas seulement un ornement, mais un symbole de pouvoir et de bravoure guerrière offert par le dieu de la guerre, Arès lui-même. Pour les Amazones, la ceinture signifiait le droit de commander, de prendre des décisions et de mener les autres au combat, la plus haute expression de leur force et indépendance. Les Amazones vivaient loin sur les rives de la mer Noire, dans un pays où le pied d'un Hellène posait rarement. Elles étaient chez des guerrières, vivant selon leurs propres lois. Elles n'étaient pas appelées ennemies, mais n'étaient pas non plus considérées comme des amis. Les Amazones n'acceptaient pas de mari et n'avaient pas besoin de protection, étant un peuple indépendant. Héraclès ne savait pas à quoi s'attendre de cette mission.
Il ne s'agissait pas de capturer une bête ni de vaincre une force, mais de négocier ou de prendre la ceinture. Il partit avec une petite équipe sur un navire, se dirigeant vers la terre des Amazones, où l'attendaient des épreuves et l'inconnu. L'expédition voyageait et le navire s'arrêtait dans des villes où l'on connaissait déjà Héraclès. Il était accueilli avec respect, mais avec prudence, discutant de ses combats et de ses transformations. On parlait de plus en plus de la façon dont il se battait et gagnait mais changeait. Ses campagnes n'étaient plus simplement un service. Elles étaient devenues quelque chose de plus grand et dangereux. Lorsqu'il arriva dans la capitale des Amazones, il ne fut pas accueilli avec des armes, mais avec des questions. Hippolyte vint à sa rencontre elle-même, vêtue simplement, sans peur ni intérêt pour la guerre. Elle écouta sa demande honnête. La ceinture n'était pas pour lui, mais pour accomplir une mission. Hippolyte le regarda longuement, comme pour comprendre l'essence de la chose. Puis elle dit qu'elle donnerait la ceinture. Héraclès ne s'y attendait pas. Pour la première fois depuis toujours, la mission pouvait être accomplie sans combat. La mort ou la défaite d'Hippolyte divisa les Amazones. Certaines peignèrent repartir dans les steppes, d'autres jurèrent de se venger. Héraclès ne souhaitait pas de conflit, mais tout se passa sous ses yeux. Il revint avec la ceinture qu'Eurysthée considéra comme un trophée. Eurysthée considérait la mission accomplie sans s'intéresser à la manière dont elle avait été réalisée. La ceinture avait été rapportée et cela suffisait. Héraclès resta longtemps silencieux après la campagne. Il n'en parlait pas, ne se vantait pas de sa victoire et ne portait pas le trophée avec lui. Dans cette mission, il ne vainquit pas la bête, il perdit la possibilité de faire autrement. Parfois, le monde s'effondre à cause de la peur ou de la négligence. La mission suivante conduisit Héraclès au-delà de l'habituel, par-delà montagne, mer et horizon, vers le troupeau de bœufs de Gérion dans l'ouest lointain. Gérion était un être vivant aux confins du monde, et ses bœufs étaient célèbres pour leur force et leur beauté. Mais y parvenir était difficile. Cette mission promettait d'être l'une des plus difficiles et dangereuses du voyage d'Héraclès, exigeant courage et force. La victoire au combat n'était pas la tâche la plus difficile. Gérion n'était pas simplement un homme ou un dieu, mais un géant à 3 corps avec une seule volonté et un seul cœur. Sur l'île d'Érythée, Gérion vivait, entouré non seulement par la mer, mais aussi par le chien à 2 têtes Orthos, qui le gardait avec une férocité égale. Pour atteindre Érythée, Héraclès dut traverser la Libye, marcher vers l'ouest, où les villes disparaissaient et les étoiles changèrent de position habituelle. La chaleur était insupportable, la terre brûlait jusqu'au blanc. Furieux, Héraclès banda son arc et tira droit vers le soleil, montrant son courage. Hélios, le dieu du soleil, fut surpris par le courage d'Héraclès. Au lieu de colère, il offrit au héros une coupe d'or pour voyager sur l'océan vers le côté nocturne du monde. Avec l'aide de la coupe d'or, Héraclès traversa l'océan et arriva sur l'île où paissait le troupeau de Gérion, se préparant à la bataille imminente. Le premier à rencontrer le héros fut Orthos, le chien à 2 têtes. Le combat fut rapide. Héraclès le frappa avec sa massue, l'empêchant de s'approcher. Quand le berger qui gardait les bœufs accourut au bruit, il subit le même sort et Héraclès ne montra aucune pitié. Il faisait ce qui était nécessaire. Il libéra les bœufs, rassembla le troupeau et commença à préparer la retraite. Gérion apparut quand tout était presque terminé. Gérion ne vint pas par peur, mais parce qu'il savait, si un combat devait avoir lieu, il n'y en aurait qu'un seul. Il avait 3 lances, 3 boucliers et un seul dessein. Le combat fut dur, Héraclès se démenait entre les corps des ennemis, repoussant les coups et essayant de retenir les bœufs pour qu'ils ne s'enfuinaient pas. Il comprenait que s'il perdait, non seulement lui, mais tout le dessein périrait. Alors il sortit son arc, banda la corde à son maximum et tira une flèche empoisonnée. La flèche a transpercé 3 corps à la fois. Gérion chancela et s'effondra lentement comme une ombre quittant l'île. Le troupeau s'est soumis et n'a plus résisté. Les taureaux sont restés sans berger, sans chien, sans maître. Héraclès a ramené le troupeau dans la coupe d'or, mais le chemin fut aussi difficile que le combat. Le troupeau se dispersait constamment, les taureaux étaient têtus, certains s'enfuyaient. En Italie, le héros a dû s'arrêter et rassembler à nouveau les animaux éparpillés. En Étrurie, Héraclès a combattu des bandits locaux. Les Thraces ont essayé de le tromper, mais il est revenu avec les taureaux intacts. Lorsqu'il a amené les taureaux à Thèbes, Eurysthée les a immédiatement reçus et ordonné de les sacrifier. Le jardin des Spirites se trouvait loin à l'ouest, au-delà de l'océan et des dernières falaises, où le murmure éternel des feuilles créait une atmosphère mystérieuse. Dans le jardin poussait un arbre, offert à Héra le jour de son mariage avec Zeus. Des pommes d'or y pendaient, les fruits de l'immortalité. Il était impossible de cueillir les pommes, elles étaient gardées par les Hespérides, nymphes du soir, filles de la nuit, et un dragon enroulé autour de l'arbre en anneau. Il ne dormait pas, ne se distrayait pas et ne faiblissait jamais. Ses yeux ne se fermaient jamais, et son sifflement se faisait entendre avant même d'entrer dans le jardin. Héraclès ne savait pas où aller. Il entreprit un voyage qui n'était pas une simple expédition, mais une véritable errance à travers déserts et montagnes.
Il traversa des marais et interrogea des sages, des chasseurs et des déesses sur le chemin vers sa destination, sans connaître le repos. Parmi les rochers, il rencontra le titan Atlas qui portait littéralement la voûte céleste sur ses épaules. Atlas était un parent des Hespérides et Héraclès comprit que lui seul connaissait le chemin vers le jardin. Héraclès proposa un échange. Il tiendrait le ciel si Atlas apportait les pommes du jardin. Atlas accepta et transmit la voûte céleste à Héraclès, le poids du temps et le souffle de l'univers. Héraclès resta silencieux sous ce fardeau, sans plainte ni peur, acceptant la responsabilité. Atlas revint avec les pommes, mais voyant la liberté, il ne voulut pas la perdre. Il proposa de porter lui-même les pommes à Eurysthée, tandis qu'Héraclès continuerait de tenir le ciel. Héraclès accepta, mais demanda à Atlas de tenir la voûte céleste un instant pour ajuster son manteau. Atlas ne s'attendait pas à la ruse et accepta. Au même instant, Héraclès prit les pommes et laissa Atlas dans sa position initiale. Il retourna à Tirynte avec le trophée qui s'avéra mystérieux. Eurysthée ne savait que faire des fruits. Selon une version, il craignit leur puissance et les rendit aux dieux. Selon une autre, les pommes disparurent, comme tout ce qui est illégal. Pour Héraclès, ce qui comptait n'était pas le trophée mais le chemin. Il trouva ce que personne ne pouvait trouver, parla à ceux qui ne parlent pas et soutint ce que personne ne tient. Il ne l'a pas fait avec une épée. Parfois, le plus difficile n'est pas de tuer le dragon, mais de comprendre où commence son jour. C'est la philosophie du héros qu'il a assimilée. La dernière mission d'Héraclès ne demandait pas de vaincre des monstres ou de capturer des rois. Il devait descendre dans le monde souterrain et ramener Cerbère. Cerbère était un chien à 3 têtes, gardien de la frontière entre la vie et la mort. La mission semblait impossible car la bête était terrible et le chemin dangereux. Hadès est une route à sens unique. Personne parmi les vivants n'en revenait sans conséquence. Héraclès commença son voyage en se rendant à Éleusis pour un rituel de purification. Hadès l'accueillit calmement. Il connaissait le but du héros et ne s'opposa pas, mais posa une condition. Cerbère ne pouvait être emmené qu'armé, sans épée, sans massue ni force destructrice, seulement avec les mains et la volonté. Hercule accepta la condition et s'enfonça plus profondément dans le souterrain. Enfin, il aperçut la bête. Cerbère se tenait devant. Des portes de pierre se dressèrent devant Hercule. La créature avait 3 têtes, d'où s'échappait une vapeur épaisse, et son pelage était hérissé, comme celui d'un serpent. À chaque souffle, le chien n'exhalait pas la fureur, mais une pure inquiétude, mêlée à quelque chose d'ancien et d'immobile, comme perdu depuis des siècles. Hercule s'approcha prudemment, sans crier ni se précipiter. Il savait qu'on ne pouvait vaincre une telle créature par la force et cherchait une autre voie. Il attendit que le chien bondisse, et à ce moment-là, il le saisit par le cou. Il le tenait non pas avec rage, mais avec une volonté ferme et calme. Cerbère se débattait et grognait avec ses 3 têtes, se débattait mais Hercule ne lâchait pas prise. Il ne cherchait pas à dominer, mais simplement à maintenir avec fermeté. Hercule tint le chien jusqu'à ce que celui-ci comprenne qu'il ne s'agissait pas d'un combat, mais d'une manifestation de volonté. Alors Cerbère s'immobilisa et se calma. Avec la permission d'Hadès, Hercule conduisit Cerbère à la surface. Les gens tremblaient et reculaient en voyant comment il menait le gardien des morts. Eurysphée, voyant le chien de loin, se cacha immédiatement dans son palais. Il ne s'intéressait pas aux détails, l'essentiel était que la mission soit accomplie. Cerbère fut ramené vivant. Hercule accomplit la tâche et ramena le chien dans le monde souterrain, sans laisser de traces ni rien emporter avec lui. Avec cet exploit, le chemin d'Hercule s'acheva. Il disparut des yeux des hommes, ne laissant que la légende de sa grande œuvre. Hercule traversa forêts, déserts et montagnes, ne cédant pas même devant la mort. Il prouva que les limites n'existent que tant que nous les acceptons. Ayant accompli toutes les missions, il obtint la liberté. Il n'était plus un serviteur, mais ne retourna pas non plus à sa vie d'avant. Il resta le fils de Zeus avec un destin hors du commun. Le nom d'Hercule était connu dans toutes les terres grecques. Il devait continuer à vivre, et cette vie s'avéra aussi difficile que toutes ses épreuves. Il participa à de nouvelles campagnes, combattit dans des guerres étrangères et aidait les assiégés. Les rois l'invitaient, et ses ennemis craignaient son nom. Hercule se remaria plusieurs fois. L'histoire de sa vie toucha à sa fin. Il avait passé les 12 épreuves demandant force, patience et endurance intérieure. Il accomplissait des exploits, combattait des monstres, voyageait, rencontrait des dieux, faisait des erreurs et recommençait. Il avançait même quand le chemin était incertain. La douleur devenait habituelle, l'objectif semblait étranger, mais il ne s'arrêtait pas. Au final, il ne devint pas immédiatement un dieu et ne reçut pas de récompense qu'on puisse emporter avec soi. Il a simplement terminé tout ce qu'il devait faire et cela a suffi pour rester à jamais dans la mémoire et